Alors, bonjour à tous. Dans le cadre de la neuvième semaine de sensibilisation à l'infertilité, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Sylvia Alvarez, qui est gynécologue et médecin de la reproduction, pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est important à la fois pour la vie de tous les jours et les projets de fertilité, de grossesse. Je vous ai invité à parler du thème de la santé pour tous en infertilité. Et c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment développer parce que vous constatez au cours de vos consultations un réel besoin à ce niveau-là. Alors, Madame Alvarez, je vous remercie déjà et je vous invite à peut-être si vous voulez compléter la présentation que j'ai faite de vous, ou est-ce qu'on... La présentation était parfaite et je voudrais remercier Virginie Rio avec son énergie habituelle dans cette semaine de la sensibilisation à l'infertilité, un sujet qui nous tient à cœur depuis un certain temps et pour lesquels je voudrais vous expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui se passe en consultation de la fertilité. L'idée de ces projets La santé pour tous en infertilité, c'est que on pense évidemment que la fertilité est la résultante de quelque chose qui se passe dans la santé générale chez les hommes et les femmes qui nous consultent. Autrement dit, au jour d'aujourd'hui, notre finalité, c'est de développer une prévention positive, pas parler uniquement de tabac, alcool, cannabis, troubles du sommeil. Il faut que ce type de mode de vie qui doit être corrigé à la fertilité correspond à quelque chose qui affecte la santé générale chez l'homme et chez la femme et développer une médecine transversale. Au jour d'aujourd'hui, la médecine en reproduction ne peut pas rester confinée à l'appareil génital masculin, féminin, Hmm. ni au spermogramme. Quand les couples nous consultent, notamment dans la situation sociétale actuelle, ils sont porteurs d'énormément de troubles au niveau des modes de vie qui sont liés à stress, qui sont liés à la fatigue, aux problèmes économiques, aux problèmes du travail et aux antécédents familiaux. Et il faut aujourd'hui que cette prise en charge soit plus large que celle de s'occuper de regarder un spermogramme, un bilan hormonal avec l'AMH qui ne fait pas pronostic de grossesse. Il faut qu'on voit hommes et femmes de façon plus générale et qu'on collabore avec d'autres domaines en médecine, comme dans notre groupe. Donc, c'est pour ça que ce groupe actuellement est constitué pour le moment avec William Acarpo, qui est urologue, avec Frédéric Lamassou, qui travaille en médecine en reproduction, avec le professeur Mequignan, qui est médecin interniste, et Olivier Hoffman, qui est cardiologue. Aujourd'hui, il est impensable qu'on continue à faire une prise en charge complètement focalisée que sur les examens et sur l'appareil reproducteur. Je voudrais bien que vous posiez des questions, si vous en avez, par rapport à ma présentation. Oui, et moi juste, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez constaté au cours de votre carrière, en fait, une Oui. évolution enfin, une évolution de la situation des patients et ou une évolution aussi dans la manière de prendre en charge? Alors, j'ai travaillé sur les modes de vie. On va passer la deuxième diapositive, Virginie. J'ai travaillé sur les modes de vie depuis déjà environ 12 ans. Est-ce que vous pouvez passer la prochaine? Et donc, j'ai déjà été alertée quand nous avons fait cet observatoire, qui est le seul observatoire qui a été fait en France en 2010, sur environ 700 couples qui participaient à des consultations de la fertilité. Et nous avons analysé quels étaient les facteurs les plus courants qui altéraient les modes de vie. Et donc, on a constaté que chez les patients qui viennent nous consulter, il y a plusieurs facteurs qui altèrent la fertilité naturelle et qui sont modifiables. Hmm. Modifiables. Oui, Et c'est donc, ça. Sur lequel les patients peuvent agir, en fait. et sur lesquels les patients peuvent agir hommes et femmes. Et ces mêmes facteurs qui altèrent la fertilité vont avoir des conséquences sur la santé générale. Alors, dans cette étude que nous avons faite, qui a été publiée en France et dans ces revues américaines, nous avons démontré que les couples, voyez bien, présentent des additions de facteurs de risque. Et donc, par exemple, les femmes présentent environ
4 facteurs et demi qui perturbent la fertilité. Les hommes, un tout petit peu plus. Alors, ce que nous avons observé, donc la plupart des facteurs qui altèrent la qualité de vie, c'était les tabacs, les cannabis, l'alcool, les troubles du sommeil. Voilà. Donc, ça, nous l'avons constaté il y a déjà plus de 10 ans. Après, Mhm. on a parlé beaucoup du tabac, du cannabis, de l'alcool, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a évolué un peu plus chez la femme que chez l'homme. C'est-à-dire que la femme est plus alertée sur les tabacs, sur les cannabis, sur l'alcool, moins sur les troubles du sommeil et les stress aussi. Par contre, chez l'homme, on continue à constater en pratique quotidienne que tous ces facteurs sont toujours très présents. Et donc, ça veut dire que euh, on ne- habituellement, il y a une addition des facteurs de risque. D'accord? Est-ce que ça Mhm. a évolué? Et donc, tout ça, je répète, c'est des facteurs qui sont modifiables. Alors, pourquoi il peut avoir un impact sur la santé générale? Quand un couple vient en consultation, par exemple, on va prendre le cas de l'homme. Un cas typique, il vient avec simplement un spermogramme. Les spermogrammes est le reflet de ce qui se passe dans l'état général de l'homme. Ce n'est pas le reflet de la fécondité, c'est indirectement de la fécondité. Mhm. Par exemple, un homme qui est en surpoids. Aujourd'hui, je vois un monsieur, je vous donne un exemple typique, un monsieur qui est en surpoids, qui a déjà eu 2 enfants. Sauf que maintenant, il a 45 ans. Et quand il a eu ses enfants, il avait 25 ans. Mhm. Et donc, ses enfants sont grands. Ils viennent avec un spermogramme quantitativement normal. C'est un exemple typique de ce que je vois en permanence en consultation. Ces messieurs, les couples, ils viennent tous en couple ici, sauf que ces messieurs, je ne sais pas pourquoi, il n'avait pas un problème avec sa voiture, il est resté dans sa voiture. Et c'est lui la personne la plus importante. Il a eu 2 enfants, je l'ai vu en salle d'attente, il était en obésité, il fume un paquet par jour, et comme il a eu 2 enfants et que son spermogramme quantitativement il est normal, ben, tout le monde aurait dit, monsieur, vous n'avez pas de problème. Mais si, Mhm. c'est monsieur un problème. Parce que il fume depuis déjà 20 ans. Et donc, on sait que les tabacs, c'est un vrai perturbateur endocrinien. Parce qu'il y a du plomb, il y a des métaux. Et donc, dans ces sens-là, ces messieurs, à partir des 4 ans, comme nous sommes montrés dans l'étude, à partir des 4 ans du tabac, on commence à altérer sa fécondité même si le spermogramme, très souvent, il est quantitativement normal. Il Mhm. est en surpoids. En plus, sa femme, il m'a dit, il a l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil participe à diminuer la fécondabilité. C'est pas que ces facteurs vont altérer les spermogrammes en termes nombre, mais ça altère la fécondabilité du sperme. Et là, il y a des confusions. Donc, c'est monsieur qui a actuellement 45 ans. Il est en surpoids obésité. Il fume depuis 20 ans. Ces messieurs, il a des fortes chances qu'à 50 ans, il fasse un infarctus. Parce que je vous signale que la première cause des décès chez l'homme et chez la femme aujourd'hui, c'est les cardiovasculaires Mhm. et l'infarctus. Et donc, ces messieurs-là, où tout le monde a dit, Madame, les problèmes viennent de votre côté, j'ai regardé son dossier, elle n'avait aucun souci, c'est son mari qui est moins fécond actuellement. Ce n'est pas pour autant que le spermogramme, quantitativement, il est normal. Donc, c'est un exemple typique. Comment informer les patientes? C'est très important parce que on dit les tabacs, pas fumer, pas l'alcool. On ne peut pas dire présenter et communiquer comme ça parce que les gens sont déjà en stress. Nous avons fait un webinaire que vous allez voir à partir du mois de janvier avec le docteur Akapo qui met en évidence que dès que le couple est en parcours en fertilité, il y a systématiquement des troubles de la libido et des troubles sexuels. Donc, les médecins de la reproduction, nous sommes trop techniques aujourd'hui. Je ne vais pas critiquer toutes mes collègues, mais nous devons nous intéresser au mode de vie des gens. Puisque quand ils viennent nous voir, ils viennent avec ses problèmes, ils viennent avec ses soucis, et ce n'est pas un spermogramme normal qui va dire que la fécondabilité est la même. D'où l'exemple typique que je vous ai donné il y a 5 minutes. Donc, il faut comprendre le couple en général. Quand vous le dites à un homme, il faut arrêter de fumer, ça ne change rien. Quand vous le dites, puisque maintenant je communique autrement pour répondre à la question que vous m'avez posée,
Je dis, écoutez, monsieur, ces facteurs-là vont faire qu'à 50 ans, l'apnée du sommeil altère la fécondabilité du sperme, déjà, et en plus, ça augmente le risque cardiovasculaire. Donc, je dis, monsieur, vous savez, il faut s'intéresser à votre santé. Donc, cette dame est partie de ma consultation avec un bilan approfondi de l'apnée du sommeil et qui voit le cardiologue, les messieurs. Hmm. Vous comprenez? Parce que Hmm. les gens comprennent mieux les choses. C'est les mêmes facteurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir aujourd'hui en médecine de la reproduction les couples de façon trop focalisés sur l'appareil génital, sur la MH, sur les spermogrammes. Je ne sais Hmm. pas si je réponds à cette question. Oui, 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 parce que en fait, je pense qu'il y a une confusion entre la santé, on est en bonne santé, j'ai pas de maladie déclarée chronique, j'ai pas de. Mm. Et puis, l'impact de tous ces petits stress-là, les stress du tabac, de l'alcool, un mauvais sommeil, une activité, pas d'activité physique, finalement, ça altère l'ADN. Alors, ça altère toutes Voilà. les cellules cardiaques, Mhm. parce que c'est les mêmes facteurs, je répète, qui vont augmenter le risque vasculaire. Aujourd'hui, femmes et hommes, nous mourons d'accidents cardiovasculaires. Voilà. Et donc, les femmes aussi. Et donc, Mhm. c'est pas que ça altère l'ADN, ça altère toutes les cellules. Augmentation du cancer des poumons, surtout du cardiovasculaire, augmentation des cancers de la vessie chez l'homme et chez la femme. Parce que je l'avais publié déjà auparavant sur toutes les conséquences du tabac sur la santé générale. Augmentation Mhm. du cancer de la vessie, cancer des poumons. Vous savez qu'il y a une augmentation du cancer de poumon chez la femme. Et donc, ça, c'est des facteurs qui vont, les mêmes facteurs qui altèrent la fécondité, Mhm. vont altérer la santé générale. D'où, on va passer à la troisième diapositive, c'est qu'aujourd'hui, en fécondité, en consultation d'infertilité, et ça ne suffit pas de demander est-ce que vous fumez, est-ce que vous dormez bien, etc. Il faut travailler avec un support que nous sommes en train de constituer, d'identifier les facteurs de risque. Ça s'est fait de plus en plus dans beaucoup de domaines de la médecine, les facteurs de risque hommes et femmes qui sont pressants lors de la consultation de fertilité. Je vous garantis que quand on est entraîné, les médecins ou mes collègues vont dire c'est chronophage. Non, il faut apprendre à communiquer autrement. Il faut mettre le couple dans un contexte global. Global. Mhm. Arrêtez avec l'AMH, arrêtez avec les spamogrammes. C'est normal, les spamogrammes, il faut qu'on l'évalue. L'AMH, vous savez que j'ai un avis très négatif. Donc, identifier les facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui vont nous amener à la PMA ou à la prise en charge en médecine de la reproduction. L'endométriose est une maladie inflammatoire. Nous allons faire des webinaires qui remontent les risques cardiovasculaires des femmes, les risques des maladies auto-immunes, entre autres. Vous allez Mhm. être surpris de ce que vous allez apprendre. L'OPK, on a beaucoup parlé d'OPK. Les OPK, c'est un syndrome métabolique qui remonte les risques de la grossesse. Qui dit risque de la grossesse dit risque de prééclampsie. Qui dit risque de prééclampsie, augmentation du risque vasculaire à long terme chez la femme et d'autres complications. L'insuffisance ovarienne, aussi, il va y avoir un webinaire que nous avons fait avec Frédéric Lamassou. L'insuffisance ovarienne, une patiente qui a des règles de plus en plus irrégulières, dans lesquelles on a vraiment une insuffisance ovarienne, pas une petite AMH. C'est une patiente qu'il faut substituer parce qu'elles sont plus de complications osseuses, immunologiques. Et ces webinaires, nous l'avons fait aussi avec le professeur Mekinian. Les troubles du nombre de spermatozoïdes, déjà, l'annonce à l'homme implique, comme il dit William Acarpo, implique des troubles de la libido, de l'estime de soi. Et ça peut être le témoignage d'un infarctus. Mhm. Et les techniques des AMP au PMA. Les techniques des AMP, il faut que nous, tant que médecins de la reproduction, une fois qu'on a identifié la cause de l'infertilité, c'est vraiment des facteurs de risque, endométriose, OBK, insuffisance ovarienne et des troubles des spermogrammes. Les techniques des PMA, on sait aujourd'hui que, par exemple, si une patiente est en surpoids, c'est une patiente qui est hypertendue,
On ne peut pas faire un transfert d'un non congelé, un cycle substitutif, parce qu'elle va avoir 3 fois plus de chances d'avoir une prééclampsie. Qui dit prééclampsie dit complications cardiovasculaires futures de la femme. Une patiente qui a un OPK, un surpoids, c'est la même chose. Donc, nous devons adapter les techniques des PMA en fonction du profil de la patiente. C'est très important parce qu'il y a les complications liées à l'endométriose, à l'OPK, à l'insuffisance ovarienne et les complications de la grossesse. Donc, avec une augmentation, par exemple, des anomalies du placenta. Donc, il faut qu'on tienne compte de l'ensemble, des antécédents personnels, par exemple, d'hypertension, des problèmes de la coagulation, des antécédents de la thyroïde, des problèmes immunologiques et les antécédents familiaux autres que la fertilité. Parce que quelqu'un, par exemple, que dans la famille du monsieur, vous lui demandez, est-ce qu'il y a, ou, quand ils remplissent la fiche de dépistage, un infarctus des embolies, il peut avoir, il peut être nécessaire de consulter, de faire consulter ces messieurs un cardiologue. Donc, et les modes de vie. Donc, nous avons 3 secteurs à évaluer. Les indications qui amènent le couple à la médecine de la reproduction. Les antécédents personnels et familiaux et les modes de vie. Dans les modes de vie, je vous ai mis les modes de vie les plus importants, tabac, alcool, troubles du sommeil, alimentation, le surpoids, l'obésité. Donc, ça paraît quelque chose d'énorme, mais quand les médecins y pensent, les gens se sentent mieux accompagnés. On ne les a pas réduits d'une façon purement génitale. Et ils apprécient beaucoup qu'on tienne compte des antécédents. Et c'est extrêmement important qu'on détermine les facteurs de risque. Ce qu'il va falloir dans un deuxième temps, suite au lancement de ces projets, et donc vous êtes cordialement invités parce qu'on a déjà fait les enregistrements. Et je crois que ce qui est important, c'est que tout ce qu'on a dit, il y a beaucoup des connaissances scientifiques prouvées parce que nous avons fait une énorme bibliographie, mais nous avons enregistré ces webinaires dans le sens que soit audible par les patientes, soit pas trop technique, pour que soit une information. Autrement dit, si vous voulez passer, je crois que c'est la dernière diapositive, après je suis à votre disposition pour les questions, que pour moi aujourd'hui, l'infertilité, c'est un lanceur d'alerte de l'état de santé générale des hommes et femmes. C'est vraiment un lanceur d'alerte. Et c'est que Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les personnes infertiles sont traitées juste au moment du désir d'enfant. Ah, voilà, on est focus sur les aspects génitaux, les aspects gamètes et tout ça. Et finalement, comme non, vous le disiez, bah, il y a des gens, ils sont malades d'infertilité parce qu'ils ont des pathologies et l'infertilité signe aussi quelque chose qui peut arriver sur la santé. Et là, actuellement, les gens, il n'y a pas du tout de prévention à ce niveau-là. non, et je vous garantis que quand on s'intéresse de façon plus globale, et pas du tout d'une affaire uniquement que génitale et avec les examens, les gens, ils s'apprécient beaucoup et en plus, on fait de la bonne médecine. Et donc, quand les gens, ils vont pas bien, c'est impossible à faire un enfant. C'est impossible. Quand les gens vont pas bien, il faut calmer la situation. Quelque chose que je veux vous dire, quelques chiffres. Il y a quand même environ 3,5 millions de couples infertiles. Que les taux de succès de la PMA, dans les meilleurs dossiers, dans les meilleurs cas, c'est des 28%. Ça veut dire qu'il va y avoir combien de couples qui vont rester en dehors de la PMA. Et les troisième messages, vous savez que ça me tient à cœur, que quand les couples viennent nous voir en consultation, il y a très peu d'indications définitives des PMA. Très peu. On dit qu'il y a 25% d'infertilité inexpliquée. Je trouve que c'est plus que ça. Mais ce n'est pas parce que c'est inexpliqué, c'est parce que je pense qu'on ne corrige pas assez les facteurs modifiables qui peuvent restaurer la fécondité sans PMA. Et que l'objectif de la médecine de la reproduction, ce n'est pas de faire de la fibre, de l'ICSI ou de l'insémination. L'insémination donne 10% de grossesse par cycle. Et donc, ce que je veux transmettre aujourd'hui, que si on fera une prise en charge plus globale, il y a des facteurs modifiables qu'on peut modifier
et obtenir des grossesses spontanées, sans technique de PMA. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi j'ai voulu participer à toutes vos actions? C'est parce qu'aujourd'hui, quand un couple traverse mon cabinet de consultation, je me pose la question de savoir pourquoi ces couples n'arrivent pas. Hmm. Et que je dois tout faire pour obtenir une grossesse spontanée dans une courte période parce que les gens sont angoissés. Et que je dois comprendre pourquoi ils n'arrivent pas. Parce que Hmm. franchement, la fertilité définitive, l'absence des spermatozoïdes, l'absence d'utérus, l'absence d'ovaires est très faible. Tout le reste, on peut modifier. Si on fera une prise en charge globale, parce que moi, ce qui me chagrine, c'est quand je vois des patientes en échec des PMA, parce que vous savez que j'en ai beaucoup, que je pose la question, pourquoi vous faites de la PMA? Elle dit, je ne sais pas. Hmm. Et donc, les Oui. gens sont dans un circuit d'échecs permanent sans savoir pourquoi ils n'arrivent pas naturellement. Donc, notre objectif, c'est pas de faire de la FIV. Et ça aussi, c'est un élément important, un message que je veux passer. Beaucoup des patients pensent qu'à 40 ans, la seule solution, c'est de faire une FIV rapide. C'est pas vrai. C'est pas vrai que faire une FIV rapide. On fait une FIV rapide. J'ai dit à une patiente aujourd'hui à 40 ans, je vous fais une FIV, si vous voulez, rapidement, tout simplement parce que vous êtes inquiète pour l'âge. Mais je suis persuadée que vous n'avez, après avoir étudié son dossier, vous n'avez aucun facteur d'infécondité définitive. Et justement, la question de l'âge, vous le positionnez comment dans le facteur de... L'âge, c'est un facteur non modifiable. Hmm. Donc, quand il patiente à 40 ans, on sait pertinemment que les chances de succès en FIV et hors FIV, quand il n'y a pas d'obstacle mécanique, il n'y a pas d'obstruction des trompes, quand il n'y a pas une azoospermie ou vraiment un sperme très, très altéré. Attention, beaucoup de spermes altérés, on peut les soigner, hein. Avec un bon Hmm. urologue, avec un bon bilan masculin, on peut améliorer les spermes. Mais il faut se donner les moyens, du point de vue médical, de vouloir ne pas faire de la FIV-Lexie. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Donc, 40 ans, l'âge, c'est un facteur non modifiable. Une patient qui vient nous voir pour une demande des PMA, puisque les patientes, malheureusement, ils pensent que la PMA, c'est la solution à 40 ans. On sait qu'à 40 ans, en PMA, on a besoin de 15 ovocytes. Hmm. On ne le saura jamais, rarement. Donc, les pronostics en PMA à 40 ans, c'est l'ordre de 10%. Et si on peut l'éviter la PMA, puisque naturellement, on a besoin d'un seul ovocyte. C'est un facteur non modifiable. Autrement dit, il faut parler clairement à la patiente et au couple, de lui dire que, comme la patiente de tout à l'heure, elle a 40 ans, elle a la radio normale, ils sont ensemble depuis à peine un an, le spermogramme est normal, les modes de vie, donc je me suis intéressée, parce qu'en général, les couples infertiles ont des rapports focalisés, donc des troubles Hmm. sexuels, perdent la libido, des rapports dits focalisés pour la nature. Voilà, donc tout ça, je lui dis, écoutez, il faut arrêter tout ça, il faut se calmer. Je ne suis pas inquiète pour votre dossier de fertilité, mais si vous pensez que la fécondation in vitro, c'est votre urgence, on fait la fécondation in vitro, mais les taux de succès, c'est de 10%. C'est la Hmm. même chose pour les échecs d'implantation. Qu'est-ce que c'est un échec d'implantation à 40 ans? Une patient qui fait un transfert de 3 embryons pense qu'il est un échec. Non. À 40 ans, on sait qu'on a besoin de 7 à 10 embryons pour obtenir une grossesse. Est-ce que la PMA, c'est la solution? Plutôt non. C'est c'est euh, c'est une intromission dans le couple. C'est un acte technique. Donc, effectivement, si on change l'âge de l'ovocyte, on n'aura qu'1% de grossesse. Mais les couples ne souhaitent pas ça ou la femme ne souhaite pas ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Si, si, si. Alors après, c'est une autre manière en fait d'envisager à la fois l'assistance médicale à la procréation euh, avec des messages nouveaux à faire passer sur, euh, Oui, parce que voilà, la technique s'est développée là depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans maintenant. Et maintenant, il faudrait en quelque sorte calmer le jeu, c'est-à-dire revenir à quelque chose de plus, prendre un peu plus le temps et d'envisager, ce que je trouvais que c'était intéressant d'envisager
Que l'infertilité définitive, c'est assez rare. Très Et ça, rare. je pense que c'est un message nouveau que vous tenez là, en fait. Mais écoutez, moi, je dis à mes patients, moi, je n'ai pas des conflits d'intérêt, hein, puisque si j'ai dit à la patiente, vous avez besoin de FIV-ICSI, ben, la patiente va me faire confiance. Mais quand je considère qu'il ne faut pas les faire, ou éventuellement, si effectivement il y a une indication des FIV par le parcours du couple, par ce qui sont vécus, il faut que ce soit éclairé. Il faut que ce soit éclairé. Mais il faut d'abord préparer le couple. C'est-à-dire que quand on a un couple avec beaucoup de facteurs de risque, il faut préparer sa santé. Hmm. Et ensuite, je fais la FIV. Et il s'arrive à la tentative des FIV de façon plus posée, mais avec les cartes sur la table. C'est-à-dire que il faut préparer les gens, il faut lui donner une place autre, il faut arrêter de les localiser que sur l'appareil génital. C'est pas possible, c'est pas possible. Aujourd'hui, on vit dans une société extrêmement complexe, hein, dans lesquelles, avec tout ce qui se passe au niveau mondial et sociétal, les gens sont très angoissés, très angoissés. Plus les problèmes du travail. Comment est-ce que vous voulez que les gens se consacrent à leur vie affective, amoureuse, en tranquillité? C'est extrêmement complexe. On vit dans une société très complexe. Et donc, il faut qu'un médecin de reproduction, on arrête de faire peur les patientes avec l'AMH. C'est plus possible de continuer sur ce registre-là. L'AMH, ça n'apporte rien du tout. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a tellement de dégâts avec l'histoire de l'AMH. Je ne regarde même plus. Je regarde la Hmm. patiente, j'examine la patiente, je dis on va se battre et je vais l'expliquer qu'à 40 ans, quand on est une AMH faible, il faut essayer d'obtenir une grossesse spontanée puisqu'elle est possible. Hmm. Vous voyez? Donc, il faut qu'on revienne à la question essentielle de placer hommes et femmes dans un contexte général de leur santé. Et je pense que je ne découvre rien du tout. J'ai redécouvert mon métier autrement, tout simplement, parce que l'année dernière, j'assistais aussi dans une formation des maladies cardiovasculaires chez la femme. Hmm. Et là, j'ai pris conscience de tout ce que je pouvais faire pour elle en préconception, en endométriose. Et c'est extrêmement important. Et même quand elle vient me voir en dehors de la fertilité, je les parle avec le même langage. Il faut que je ne m'intéresse pas uniquement à la gynécologie. Il faut que je m'intéresse dans son état de santé, avec tous les facteurs que je vous ai montrés dans les diapositives précédentes. Hmm. Oui, parce il y a vraiment une nécessité de prévention, c'est-à-dire que les Oui, gens aient les informations sur le moment où ils sont dans ce désir d'enfant, mais aussi pour la suite de leur vie, c'est-à-dire que les questions que vous allez mettre en évidence sur leur hygiène de vie ou sur des pathologies spécifiques qui je n'ai signent pas de quelque parler chose. d'hygiène de vie, parce que l'hygiène de vie, ça a l'air un peu rédhibitoire. J'ai Ça fait qu'en scout. Par exemple, quand on prend quelque chose de très difficile en consultation, c'est le problème du poids. Ouais. Les tabacs, nous savons beaucoup de choses, donc, la information, les cannabis, il y a des fascicules que nous avons de soutien pour l'homme qui sont très bien faits. Et quand les hommes ils les lisent, voilà. Donc, on a actuellement beaucoup de documentation qu'on donne et que les gens comprennent bien. Mais le problème du poids, c'est un problème très important parce qu'aujourd'hui, il est difficile de confier les gens un service de nutrition. Il faut dire Hmm. les choses telles qu'ils sont. Donc, concernant les poids, par exemple, l'OPK. Le poids, l'OPK, c'est très difficile. C'est des patients déjà qui vont pas bien. Donc, moi, ce que je leur dis actuellement, essayez de travailler sur pas que la culpabilité, jamais de la culpabilité. S'il vous plaît, c'est un message, hommes et femmes qui nous entendent aujourd'hui, arrêtez avec la culpabilité. On fait tout ce qu'on peut. Et parfois, on ne peut pas par différentes raisons familiales, historiques, avec une baguette magique, tout est faire évoluer. Donc, la culpabilité est une mauvaise chose en infertilité, en médecine. Donc, si les patientes font du sport, de façon, la marche, rien que la marche, pendant 45 minutes, 1 heure par jour, dormir bien, faire du yoga, c'est détendre, écouter la musique et ensuite perdre 5-6 kilos, c'est déjà pas mal. Hmm. Il ne faut pas mettre la barre trop haute. Pour les hommes, c'est pareil, hein.
Et moi, je vous garantis que ça fonctionne. Mais si on ne passe pas le message, si on n'a pas un regard humain de la situation des gens, ça ne marchera pas. Oui, parce que cette question du poids, ça c'est très douloureux puisque les gens sont récusés en FIV par exemple pour des motifs liés au poids. Alors, récuser une patiente en FIV, moi, je ne les fais plus. Par contre, si, par exemple, j'ai un rapport entre les poids, la taille des 40, 45 et qu'on est dans une zone d'obésité morbide, c'est vrai que le pronostic de la grossesse pour cette patiente, déjà, ça va être plus difficile d'obtenir la grossesse, c'est pas impossible, mais déjà, le pronostic d'une grossesse est quand même, du point de vue cardiovasculaire, est quand même compromis. Mais il ne faut pas vouloir mettre la barre très haute. Et c'est pour ça qu'il faudrait quand même, dans les améliorations à produire, parce qu'actuellement, dans l'équipe dans laquelle je suis formée, cardiologue, etc., c'est très difficile de trouver des nutritionnistes Hmm. de façon pratique. Et effectivement, il y a les systèmes alifères où je commence à confier des patientes. Vous savez qu'il y a l'équipe de l'hôpital de Nantes qui a développé une application qui s'appelle Alifère qui pourrait aider le couple à travailler sur le poids et sur tout ce qui est métabolique. Donc, c'est des nouvelles pistes. Mais le poids, c'est un problème important. Oui, parce que c'est pas juste sortir un programme que les gens devraient suivre. C'est très très complexe en fait les questions d'alimentation. Donc les gens auraient besoin de vraiment de plus d'accompagnement Alors, à donc, ce niveau-là. exactement. Moi, j'ai confectionné toutes les listes de conseils en termes alimentaires pour les patientes, en termes sommeil. Donc, quand le couple vient me voir, je dis voilà les conseils. Alors, il ne s'agit pas de tout faire à 100%, mais c'est pour avoir des lignes, des lignes de réponses. Et je dis, vous faites tout ce que vous pouvez, mais sans culpabilité et sans obligation. Il ne faut pas qu'il soit Mm. une obligation parce que c'est pour améliorer la grossesse. Il faut sortir de cette obligation, de cette culpabilité. Faites tout ce que vous pouvez avec des conseils alimentaires. Par exemple, je donne des choses, les rapports sexuels, la vie du couple, penser, développer en infertilité quelque chose de plus humain et beaucoup moins technique. Et les gens sont plutôt contents. Et si nous, on porte un regard plus large sur cette consultation, je crois qu'on va obtenir des choses modifiables et des grossesses spontanées. Et vous, alors là, ça fait combien de temps que vous essayez de travailler de cette manière différente? Et est-ce que Alors, vous vous constatez savez, des résultats oui, alors du point de vue enquête, vous avez vu, ça fait plus de 10 ans que je travaille. Je crois que je ne veux plus parler du tabac, du cannabis, rien du tout. Non, il faut que je sois inscrit dans un système global. Et depuis que je commence à faire ça, ça fait déjà environ 18 mois, suite à ces colloques où j'ai assisté. Vous savez qu'en début d'année, j'avais fait, pour la clinique de la Muette, j'avais fait la santé des femmes. oui. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je développe une médecine de la reproduction plus transversale. C'est-à-dire que je sors du cadre uniquement de la médecine de la reproduction, que j'aille vers... D'abord, j'ai commencé avec des cardiologues. Donc, j'ai été invitée au Collège des cardiologues en France pour une soirée endométriose et maladies cardiovasculaires. Et c'est le docteur Hoffman qui est maintenant travaillé avec moi. C'est de l'équipe Société de cardiologie à partir du professeur Mounier-Veillé qui a développé le bus du cœur. C'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser. Et bah, écoutez, je me sens un médecin plus complet qu'avant. D'accord. Je me sens que j'ai vraiment un rôle des préventions Hmm. positives et d'information. Alors, ça peut paraître chronophage. Vous savez que la consultation d'infertilité au médecin de reproduction, on peut la faire de différentes façons. Mais petit à petit, dans la mesure que j'ai changé mon regard par rapport à cette consultation, que je m'intéresse moins à l'AMH, moins, voilà, je vais à l'essentiel du point de vue dossier médical, je vois le dossier médical, mais je me sens plus motivée à faire ce Hmm. type de médecine de la reproduction. Voilà. D'accord. Mon objectif, c'est de faire moins de fibres, mais si économiquement,
économiquement, je vis que de la fibre. Mais c'est une vraie problématique aussi. On n'invoque pas ces points en infertilité de faire des fibres. Donc, notre objectif, c'est la grossesse spontanée et c'est la prévention, faire de la prévention positive. Voilà. Je pense que je dis rien de révolutionnaire. Tout simplement, je pense qu'il faut alerter que uniquement 28% des grossesses sont obtenues après PMA et que ça, c'est en fonction de l'âge des patients. Hmm. Donc, il ne faut pas non plus que les patients nous demandent à 40 ans une PMA parce qu'ils pensent que c'est que la solution. Oui, on peut la faire, mais en âme conscience. Voilà, en expliquant clairement au couple. Mais l'idée, c'est qu'on fasse une médecine plus transversale, Hmm. d'échange. Et je vous garantis que toutes mes collègues participant à ces projets, quand nous avons enregistré le webinaire, ça a été passionnant, passionnant. Et je suis sûre que ça va être passionnant pour vous quand nous allons vous montrer en détail les implications de cette lanceur d'alerte qui est l'infertilité. D'accord. Et donc ça, ces webinaires-là, ils seront disponibles en début 2024, c'est ça? Oui, alors on les a déjà enregistrés. Donc, on a enregistré la fertilité masculine, la suffisance ovarienne. On a aussi enregistré toute la dysfonction érectile, puisque la dysfonction érectile est très souvent associée Ouais. euh, à l'infertilité. Pas uniquement parce qu'il y a un problème mécanique, c'est surtout qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'estime de soi, au doute, voilà, voilà. Et donc, ensuite, on fera l'enregistrement de l'endométriose. Et ensuite, on va faire à la fin OPK avec d'autres intervenants qui sont spécialistes en OPK, mais toujours avec un médecin interniste Ouais. puisque une patiente qui a un OPK, il ne faut pas se focaliser uniquement que sur le poids, sur l'acné, le surpoids, etc. Il faut l'inscrire dans une prise en charge plus globale. Plus globale, Hmm. voilà. Mais c'est vrai que les médecins internistes, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais là, le professeur Mekinia est très motivé Hmm. et je crois que l'effet d'avoir ces webinaires, on a fait les webinaires de façon ensemble, par trois. Moi, j'ai entendu des choses que je ne savais pas et lui a entendu des choses que je ne savais pas. Et donc, je pense que dans des échanges transversaux, on peut améliorer la prise en charge des patients. Hmm. Bon, bah c'est enthousiasmant parce qu'on se dit qu'on peut progresser à la fois Oui, sur la prise en charge qui vraiment est compliquée, hein, mais je pense qu'il est compliqué à la fois du côté des médecins et du côté des patients. Et une espèce d'impasse, oui, d'impasse de diagnostic et impasse thérapeutique. Et puis une santé globale de toute façon qui se dégrade chez tout le monde. Donc si on peut revenir un peu à des bases, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. je crois que l'idée de relier la fertilité comme un lanceur d'alerte de l'état général des gens est très importante. Hmm. Moi, j'ai pris conscience de ces liens très récemment. Donc, les messages pour les médecins, c'est de dire intéressez-vous aux antécédents familiaux, parce qu'à chaque fois qu'on s'intéresse aux antécédents familiaux, il y a quelque chose qui est chez la femme et chez l'homme. Intéressez-vous à l'état de santé, au ressenti de gens, au mode de vie, au stress. Et pour les patientes, qui ne soient pas demandeuses des techniques de PMA, parce que parfois il y a des pressions de la part des patientes pour faire de la PMA, et notamment dans des régions, par exemple comme Paris, où il y a énormément de médecins de la PMA, et qui a la possibilité tout de suite d'aller voir quelqu'un d'autre. Il y a tout ce tourisme médical qui finalement est quelque chose qui est délétère pour les patients de ne pas mettre la pression à faire des techniques de PMA quand ils trouvent un médecin qui veut se battre pour une grossesse spontanée. Donc, Hmm. ça, c'est très important comme notion, je pense. Et surtout, qu'on fasse les liens, les médecins avec d'autres spécialités, échanger. Donc, moi, j'ai proposé, par exemple, actuellement, nous avons des outils comme, par exemple, une plateforme comme Doctolib nous avons la possibilité d'échanger avec les médecins comme un WhatsApp, mais sur un dossier médical
qui est normalement dite protégée Oui, sécurisé. et sécurisée. Et par exemple, on peut tout de suite essayer de trouver sur cette plateforme un médecin et par les dossiers médicaux partagés, on peut échanger avec un autre médecin sur les Hmm. traitements des patientes. Donc, nous avons aujourd'hui la possibilité avec toutes ces plateformes, tant que médecin, de pouvoir les utiliser pour mieux échanger sur nos patients et pas uniquement que sur la partie gynéco ou urologique. Donc, ça, c'est des choses que nous allons proposer. Donc, pour le webinaire que je vous promets, ça serait destiné aux médecins pour changer la prise en charge ou améliorer la prise en charge et aux patients. Hmm. Donc, vous serez invités, on va vous donner les dates à laquelle vous pouvez assister. D'accord. Et sachez qu'il faut se battre pour cette grossesse spontanée. Oui, oui, oui. Et sur les messages de prévention sur la santé à long terme, Ah, est-ce sur que la santé à ils long sont bien reçus par les patients, Ah oui, oui. Donc, patientes? par exemple, quand vous savez une patiente qui a une endométriose profonde ou douloureuse, donc déjà, il faut la traiter parce que nous avons des traitements. Donc, je profite de l'occasion pour dire qu'il y a des traitements pour l'endométriose. On ne peut pas dire que c'est curatif, mais il y a des traitements qui sont très efficaces. Mais par exemple, l'endométriose, aujourd'hui, il faut traiter les patientes, y compris en infertilité. Peut-être calmer la douleur parce que quand on a la douleur, même si n'a pas apparemment d'impact sur le résultat de la fibre, une patiente qui est douloureuse, Hmm. c'est pas la même chose qu'une patiente qui n'est pas douloureuse. Par exemple, l'endométriose aujourd'hui, c'est le traitement médical, c'est la pratique du sport, puisque les sports, la pratique du sport, la marche à pied, des techniques comme les yoga actifs ou d'autres techniques, des méditations, va améliorer la maladie inflammatoire. C'est la même chose pour le cancer. Vous savez que pertinemment, aujourd'hui, un cancer du sein et Hmm. d'autres cancers, on préconise que les patients fassent du sport. Et c'est idem pour l'endométriose. Donc, l'endométriose aujourd'hui doit être traitée de façon globale. Les traitements médicaux, la pratique du sport et l'alimentaire. Ça ne veut pas dire forcément qu'un régime sans gluten. Mais il faut que la prise en charge soit globale. Hmm. Ça ne peut pas être uniquement que les antidouleurs. Il faut qu'il y ait une prise en charge globale de l'endométriose, comme toute maladie inflammatoire. Ok. Après, il y a aussi la question du stress qui Hein. est quelque chose d'un peu vague et surtout comment on le traite et avec qui on le traite. C'est cette Alors, problématique-là. en général, le stress est très souvent associé à des troubles du sommeil. Donc, Hmm. les troubles du sommeil, quand vous dites à l'homme, vous dormez à quelle heure? Ben, il vous dit à 1 heure du matin. Hmm. Ben, je dis, déjà, vous savez bien que chez les enfants, on a mis en évidence que les tablettes et que les vidéos altèrent l'apprentissage de façon très nette. Quand un monsieur, par exemple, a des obligations du travail et qu'il reste jusqu'à 1 heure du matin avec son ordinateur portable, avec sa tablette ou des jeux vidéo, déjà, vous savez que ça participe à diminuer la libido, déjà. Ça a été démontré, ça a été publié, que cette utilisation jusqu'à des heures tardives participe à diminuer la libido. Donc, je voulais dire aux messieurs, bon, alors je vous demande, à 10 heures, on ferme tout, vous sortez tout de la chambre déjà, et vous allez vous coucher. Je l'ai dit gentiment, sans culpabilité. Mais c'est des petits détails qui participent, sans avoir recours à des personnes qui gèrent le stress, va participer à améliorer un peu la fécondité et surtout la libido. Hmm. Donc, et ils sont très réactifs, hein, parce que vous ne les dites pas de façon culpabilisante, vous les dites à 10 heures, il faut que vous arrêtez tout ça, quoi, et que vous vous mettez tranquillement à écouter la musique. Il faut les donner des points de repère aux gens, parce que tout le monde ne peut pas les consulter. Quelqu'un qui va gérer les stress ou faire du yoga, les gens travaillent actuellement. Donc, Hmm. Hmm. ceux qui travaillent, ils ont besoin. Voilà. Donc, il faut que nous, tant que médecins, on s'intéresse à ces modes de vie et lui donner des petites recettes. Hmm. Je dis, voilà, il faut que nous, on soit rassurants. Il faut qu'on étudie le dossier. J'ai dit, voilà, beaucoup de fois, je dis, je ne suis pas inquiète pour votre dossier d'infertilité. On va y arriver. On est ensemble. Il faut que les médecins disent, on est ensemble.
Je ne suis pas le médecin et vous recevez tout ce que vous ne devez pas faire. Surtout pas. Hmm. Il faut surtout pas rentrer dans ces registres-là. Nous sommes ensemble. Il faut que les couples sentent que le médecin s'engage avec eux. C'est très important pour calmer les stress. Après, effectivement, les patientes habituellement, surtout les femmes, ils vont consulter les naturopathes, il faut consulter l'acupuncture, l'ostéopathe, toute une panoplie. Moi, je dis, Ouais. je ne m'oppose pas. Est-ce que vous ne savez pas chuter du stress au stress? Hmm. Hmm. Donc, peut-être que cette prise en charge excessive, surtout chez les femmes, finalement, ça peut être délétère. Il faut choisir une personne avec qui on a lieu des paroles, où ça fonctionne bien, Hmm. pour la gestion de ça. Mais je crois que les médecins de la production ont un rôle très, très important. Pouvoir améliorer notre communication. Il faut se mettre en cause. Moi, je ne suis pas le même médecin aujourd'hui qu'il y a 10 ans, heureusement. Voilà, je ne suis pas le même médecin. Ça veut dire que il faut que nous allons vers une évolution plus humaine avec nos patients. Et qu'on pense que cette infertilité, ils nous disent, il y a quelque chose qui se passe chez vous. Et pas uniquement que sur l'appareil génital. Hmm, 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 hmm. Voilà. Bon, c'était très intéressant. Après, Euh, j'attends des questions. Je pense que, voilà, j'espère que ces messages passent chez les patients et que les gens y trouvent un apaisement à tous ces dilemmes concernant, ça part un peu dans tous les sens. Je pense qu'il faut se concentrer sur les choses essentielles. hmm. Et l'être humain, c'est-à-dire les bien-être, hein. Le bien-être, on a parlé beaucoup de bien-être, mais c'est quoi le bien-être? Le bien-être, c'est difficile dans la société dans laquelle on vit. Et c'est pas pour rien qu'actuellement, il y a un taux de natalité qui chute pour différentes raisons. Donc, l'infertilité reflète ce qui se passe dans la société. Je l'ai vu depuis 20 ans, comment les choses ont évolué avec la société en fonction de ce qui se passe autour. On ne peut pas être indifférent à tout ce qui se passe en France et à l'étranger. C'est Hmm, impossible. hmm, hmm. Voilà. Mais oui, l'infertilité, c'est un élément de notre santé, en fait. C'est Exactement. à Et la fois un élément et à la fois un élément qui peut nous donner des indications aussi sur le reste et pas quelque chose qui est détaché complètement de notre vie et de notre biologie, en fait. exactement, il y a les réseaux sociaux et les patientes viennent avec un nombre d'informations qui est importante et parfois très délétère pour elles. Donc, effectivement, par exemple, cette histoire d'AMH et des tas de choses comme ça. Donc, les gens déjà, ils viennent avec beaucoup d'informations qui est négative, hein, sur beaucoup de Mm. choses. Et donc, nous, tant que médecins, il faut qu'on fasse la part scientifique des choses et les conseiller au mieux possible. Mais dans une action conjointe, pas dans une action où le médecin est Mm. loin des gens, il faut qu'on s'approche des gens. Bon, je vous remercie. Ben, j'espère que ces messages de la bonne médecine de la reproduction que je défends soient un message de prévention positive parce que tout ce que nous ferons en préconception défavorable pour les couples qui viennent le consulter, ça sera bien pour la grossesse et pour l'enfant à naître. C'est surtout ça. Mm, mm, mm. Et donc, c'est très important que nous préparons nos enfants à une meilleure naissance, améliorer le pronostic de la grossesse, puisque on ne va pas parler ce soir parce que c'est trop long, mais certainement vous allez parler dans d'autres réunions. Nous sommes un peu inquiets concernant l'évolution de la grossesse après la PMA. Et c'est un élément important. Peut-être que cette grossesse après PMA pourrait s'améliorer, soit par une grossesse spontanée soit parce qu'on va préparer mieux le couple avant d'arriver à la PMA ou à la grossesse spontanée de l'infertilité. Oui, et puis la bonne santé des adultes, ça fait aussi une bonne santé chez les enfants à naître, qui font que, Exactement, voilà, il faut exactement. on prépare les choses pour les suivants. Donc, on est dans une phase capitale qui est la préconception. Et cette Mm. préconception, il faut la préparer. Voilà. Y compris si on va faire une tentative de FIV-ICSI. Il faut se préparer au mieux, corriger tout ce qu'on peut corriger, tout ce qu'on peut modifier. L'âge, on ne peut pas. Il faut qu'on fasse avec. Mm. Bon, je vous remercie pour toutes ces informations intéressantes.
Et puis, à S'il y a des bientôt. questions, je pense que vous allez me transmettre et avec plaisir, je répondrai. Et puis, Ok, je vous donne rendez-vous pour nos webinaires au mois de janvier où je vous donnerai les dates pour que vous participez parce qu'il va parler au webinaire et puis il y a des questions que vous pouvez poser lors de ces réunions. d'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.